Bonsoir. Question avant que ça démarre. En Ouais, fait, la procrastination, j'arrive à comprendre ce que c'est dans la vie de tous les jours, mais oui. dans le sport, je vois pas comment ça se traduit. En fait, du coup, c'est pour ça que je suis intéressée par Ah, cette masterclass. excellent. C'est quoi pour toi la procrastination dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, c'est genre, je dois faire le ménage et genre pas trop envie. Je Mhm. trouve toutes les excuses pour pas le faire. Ouais. Euh, Ça peut être aussi des fois certaines tâches au travail que je trouve compliquées ou lourde. Mhm. Je sais pas comment par recommencer. Et du coup, je vais être tout à fait disposée à être interrompue avant de la commencer, par exemple. Tu Mhm. vois. Mais dans le sport, j'arrive pas à voir comment ça se manifeste. D'accord. T'as jamais eu une petite séance que t'as retardée, que t'as pas eu envie de faire, ou t'as trouvé autre chose de mieux à faire? Alors, en général, non, parce que c'est des entraînements avec le club, hein, tu vois. Donc, soit j'y vais pas du tout, mais parce que j'ai une vraie bonne raison, on va dire. Mhm. Soit j'y vais à reculons, mais j'y vais quand même parce que c'est l'entraînement du club, tu vois. C'est comme un engagement. Je sais que les coachs, ils sont là, ils ont préparé les exercices, etc. Donc j'y vais. Mhm. Ouais. Mais c'est une forme de procrastination en fait, d'y aller à reculons en fait. Après, on verra ce qu'on met derrière, mais finalement, cet état c'est une forme de motivation, et tu verras, on en discutera tout à l'heure, c'est une forme de motivation qui s'appelle la motivation extrinsèque, qu'on va faire parce que on a pris un engagement ou pour les autres. Et du coup, c'est une forme de motivation qui nous permet de ne pas procrastiner et d'y aller quand même. Mais Ok. si tu n'avais pas cette motivation extrinsèque j'y vais pour le club, il y a des gens qui se sont déplacés, tu Mhm. tomberais assez facilement dans la procrastination comme dans la vie de tous les jours en fait. Ok. Voilà. Voilà déjà pour répondre à ta question comme ça. Merci beaucoup. Bah de rien. En plus, ça permet de bien lancer tout de suite les sujets. Donc, comme vous voyez, hein, on va donner un petit peu envie à ceux qui regardent le replay. Quand vous venez en live avec moi dans la session, vous pouvez poser des questions et on rentre dans une interaction qui me permet, moi, de répondre plus finement à votre question et ben, de vous de repartir avec quelque chose de plus adapté ou plus personnalisé à ce dont vous avez besoin pour répondre à votre question. Ok, et ben du coup, il est 18h36. Merci à ceux qui sont connectés et merci aussi à ceux qui regarderont ce replay, puisque il y a toujours quelques personnes qui sont malheureusement pas disponibles en temps réel et qui se connectent sur le replay. Aujourd'hui, un troisième sujet. On a vu dans la première masterclass comment performer sous pression, gérer ses émotions. Dans la deuxième masterclass, on a travaillé sur comment transformer ses doutes en confiance. Et pour aujourd'hui, le sujet, c'est la motivation et la procrastination. L'idée, c'est d'aller faire un rapide tour d'horizon sur nos drivers de motivation et je vous proposerai aussi quelques leviers qui vont vous aider à maintenir dans le temps la motivation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en off, je reste disponible, soit par Instagram, soit LinkedIn, ou même en direct. Pour ceux qui ont mon WhatsApp ou mon mail, n'hésitez pas. Donc voilà, je peux déjà normalement vous parler de la prochaine masterclass aussi. J'en aurai un petit mot à la fin qui sera plutôt sur le dialogue interne et comment je me parle. Et ça, c'est la suivante. Donc, ce que je vous propose, bah, effectivement, c'est de rapidement repasser sur à qui s'adresse, à qui est destiné cet atelier. Alors, cet atelier, il est à l'origine construit et
préparés pour des sportifs sans distinction de sport et de niveau. J'ai l'habitude de vraiment intervenir auprès de nombreuses personnes, qu'elles soient dans un niveau départemental ou qu'elles soient dans un niveau international. Actuellement, par exemple, je coach aussi bien une personne qui se prépare pour faire un marathon en 5 heures que une personne qui se prépare pour intégrer une équipe de France ou qui prépare un championnat du monde. Et dans deux sports différents. Pour moi, l'approche que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous remettre au centre de votre performance et d'avancer. Donc, c'est pour ça que sans distinction de sport et de niveau, mais pas que, puisque cet atelier, il est aussi ouvert à toutes les personnes qui veulent faire passer leur performance à un niveau supérieur, celles qui veulent continuer à avancer dans leur vie et continuer à progresser. En fait, c'est des personnes qui sont prêtes à passer à l'action pour faire évoluer leurs habitudes et pour réussir leurs objectifs. Voilà. Parce que, effectivement, moi, j'aime travailler avec des personnes qui s'engagent. C'est des personnes qui sont généralement ambitieuses, motivées et qui vont être ouvertes au changement. Voilà, donc ça, c'est effectivement, si tu te reconnais dans l'une dans ces phrases, dans ces petits mots que j'ai mis, c'est que tu es au bon endroit et que ce soir, on va pouvoir avancer sur cet atelier dédié, encore une fois, à la motivation. Qui suis-je? Pour les personnes qui me découvriraient, donc moi je suis Sylvain Charras, je suis sportif de haut niveau, voire même de très haut niveau depuis 2010, puisque j'ai fait mes premiers championnats d'Europe en 2010 et mon domaine de prédilection, c'est l'homme de terrain, c'est le match, le jeu, c'est être arbitre. Ces 16 dernières saisons, j'ai eu l'opportunité d'arbitrer 178 matchs internationaux, ce qui fait de moi l'arbitre qui a le plus officié dans mon sport, le touch rugby. 178 matchs, il y en a beaucoup qui m'ont marqué et notamment j'ai eu le plaisir de participer à 11 finales internationales et notamment d'arbitrer, de tenir le sifflet au cours d'une grande finale de Coupe du Monde entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont chez nous les deux sports qui dominent. Avant ça, j'ai eu une autre carrière sportive qui, pour le coup, s'est beaucoup moins bien déroulée en termes de performance. J'ai vraiment coutume de dire que j'ai eu deux carrières. Une carrière où mon mental m'a joué des tours, où j'arrivais absolument pas à me libérer en compétition. J'étais bloqué par la comparaison, par la pression, par tout ce qui était le dialogue interne, ce qui fait que j'ai eu une carrière d'athlète, on va dire, moyenne, même si j'ai réussi par équipe à décrocher un titre de champion de France, mais à titre individuel, j'ai vraiment été dans le dur et je n'ai pas pu percer comme je l'aurais souhaité. Et j'ai compris bien plus tard que le vrai problème était un problème mental. Je suis resté pendant des années dans un groupe d'entraînement où tout le monde adorait venir se mesurer à moi à l'entraînement parce que j'étais l'étalon. C'est-à-dire que j'étais vraiment le champion de l'entraînement. Et par contre, en compétition, je m'écroulais. Et j'étais tellement crispé qu'on m'avait donné un surnom. On m'appelait Crispon. Parce que dès qu'arrivait la compétition, je repliais mes ailes, je me faisais tout petit et impossible de sortir une performance à la hauteur de l'investissement et de ce que je faisais à l'entraînement. Donc ça, c'est vraiment ma carrière, mon côté sportif de haut niveau. Et c'est une carrière que je poursuis encore aujourd'hui puisque je me suis lancé dans un dernier défi d'arbitrer la prochaine Coupe du Monde en 2028. Je sais, c'est une Olympiade, comme on peut le voir dans les Jeux Olympiques, mais nous, c'est les Coupes du Monde. Et donc, la prochaine aura lieu en 2028. À côté de ça, j'ai très tôt souhaité participer au développement du sport et de mes collègues. Et donc, dès mes 16-17 ans, j'ai suivi les formations d'entraîneur. D'abord d'athlétisme, et puis après, une fois que j'ai découvert l'arbitrage, j'ai rapidement franchi le pas de vouloir accompagner. On était un jeune sport en plein développement en France
et on devait vraiment, entre guillemets, tout faire. On devait créer toutes les structures et tout ça. Et donc, j'ai commencé par les formations de coach et de formateur arbitre depuis 2011. Et puis, j'ai œuvré dans le côté organisation du sport. Et notamment, j'ai été membre du comité directeur de la Fédération française de touch et notamment en charge de la direction de l'arbitrage entre 2014 et 2021. Et puis, la structure que j'ai pu mettre en œuvre en France, de coaching, de formation, j'ai été amené à la déployer sur l'Europe. Et j'ai pris pendant 2 ans le leadership sur la partie vraiment direction technique de l'arbitrage en Europe, déployer un plan de développement sur 19 pays, m'a vraiment fait grandir. Et à côté de ça, eh ben, j'ai commencé à toucher du doigt tout ce qui était la préparation mentale et jusqu'à en devenir coach en préparateur mental. Alors, comme beaucoup, j'ai commencé en autodidacte, un petit peu tout seul, à chercher des choses sur Internet, à butiner à gauche à droite. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre une première formation en e-learning, puis une deuxième, puis une troisième, puis finalement, j'ai intégré un groupe. Et puis, à un moment donné, et c'est vraiment ça qui a fait la différence, qui m'a fait basculer dans le côté coach en préparation mentale, et c'est de m'être fait moi-même coacher par une personne et un coach qui m'a accompagné durant un peu plus de 2 ans. Alors, à l'origine, j'ai été le voir pour franchir encore un cap dans ma pratique sportive. J'étais numéro 1 européen et je voulais aller encore plus loin. Et je m'étais vraiment donné les moyens d'y arriver avec ce coach. Et finalement, la plus grande transformation que j'ai pu avoir, c'est pas sur le terrain, mais en tant qu'homme, puisque ça m'a permis de moi mettre un pied dans le coaching et la préparation mentale. De là à en devenir coach et préparateur mental dans une structure individuelle que j'ai montée il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, euh, et qui a pour vraiment vocation à accompagner des personnes qui vraiment veulent se développer et continuer à croître. Donc voilà un petit peu mon parcours rapide dans le sport et les arcanes. Euh, je vous propose du coup de commencer par, comme j'en ai pris l'habitude, par vous questionner. Et là, de prendre quelques instants pour vous, vous observer et vous demander de quand est-ce que, quand vous n'êtes pas motivé, quand la motivation est partie, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place pour la retrouver? Michel, on discutait avec toi au début que quand tu n'avais pas envie, le fait de te raccrocher à l'engagement que tu avais pris et que d'autres personnes venaient te permettaient de passer dans l'action et d'y aller, parce que finalement c'est une sorte de remotivation. Peut-être que là, prenez juste quelques instants pour voir, vous, quels sont vos moteurs qui vous permettent de continuer à avancer dans ce quand finalement on a un petit peu moins envie. Ok. Ouais, effectivement, Paula, c'est vraiment l'un des drivers. C'est l'autre partie, c'est l'autre type de motivation. C'est ce qu'on va voir aussi par la suite, cette motivation intrinsèque, le pourquoi je dois faire cette action, pourquoi j'ai besoin de me mettre en action pour ça, de redonner du sens. Et effectivement, c'est excellent parce que dans les deux témoignages que j'ai eus là, on a eu vraiment les deux grandes parties de la motivation. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de voir ensemble.
et on va partir sur ce chemin-là. Le chemin que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est partir de la motivation étant un état où finalement je suis apathique, j'ai pas envie, pour aller vers une motivation dite intrinsèque, cette motivation qui jaillit, qui vient de vous et qui finalement va nous donner des ailes pour avancer et réaliser des choses dont on pourrait ne pas imaginer qu'elles sont faisables. Donc, de la motivation, on va plutôt aller vers une motivation extrinsèque et une motivation intrinsèque. Donc, la motivation extrinsèque, hein, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que une forme d'obligation. C'est-à-dire que je vais me mettre en action, je vais réaliser des choses pour recevoir quelque chose, avoir une prime, pour briller, pour avoir de l'argent, pour vraiment satisfaire l'autre ou pour éviter une sanction. Et ça, c'est vraiment intéressant de vraiment, ça, c'est vraiment le premier niveau de la mise en action et de la motivation. Je le fais pour des raisons qui me sont totalement externes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier niveau, la première base. Et après, finalement, on va s'apercevoir que on rentre dans une forme d'acceptation. L'acceptation, c'est-à-dire que, effectivement, au début, je l'ai fait pour gagner quelque chose, pour éviter un risque ou des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure, je commence à y trouver mon compte. C'est-à-dire que soit je trouve un petit peu de plaisir, soit j'apporte, soit je contribue. Et donc, d'une motivation qui est totalement pour l'extérieur, je commence à me nourrir, à accepter que c'est quelque chose qui est bon pour moi et qui va m'apporter quelque chose. Et c'est justement en allant vers cette troisième étape que j'appelle moi l'appropriation, c'est-à-dire que effectivement au départ, je l'ai fait pour pour une contrainte externe, et puis je vais continuer par choix, parce que j'ai envie et que ça m'apporte quelque chose. On peut prendre un exemple qui n'est pas forcément dans le cadre du sport, mais qui peut être intéressant. C'est-à-dire que vous êtes dans un état de santé et vous allez chez votre médecin et il commence à vous faire un petit peu peur et il vous dit, si tu ne te remets pas en mouvement, les risques sur ta santé sont très importants et puis il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Et donc, là, vous commencez par vous remettre en mouvement parce qu'il y a un risque de danger sur votre santé, il y a une contrainte, une injonction externe du médecin qui vous invite à retrouver de l'activité. Et du coup, au début, ça bloque, c'est difficile, mais on le fait. Et puis, finalement, avec le temps, vous commencez à vous rendre compte que ça devient de plus en plus facile, que vous regagnez en énergie, que vous vous sentez mieux. Et donc, puis finalement, vous vous dites, finalement, vous vous apercevez que les jours où vous ne le faites pas, ça vous manque. Et donc, vous recommencez à y aller. Et c'est des choses qu'on constate aussi très allègrement dans le sport, hein. C'est-à-dire que quand on découvre un nouveau mouvement, euh, prenons un sport de natation comme la gym ou un plongeon et vous voulez rentrer un nouveau plongeon. L'année dernière, vous avez échoué de quelques dixièmes pour la médaille ou le podium que vous cherchez et vous devez vous réinventer. Et donc, au départ, vous avez une contrainte qui vous force à intégrer un nouveau plongeon ou un nouveau mouvement de gymnastique. Et puis, au fur et à mesure où vous montez en compétence, ça devient de plus en plus facile. Et puis, vous vous l'appropriez. Et finalement, ça devient quelque chose de naturel. Mais par contre, là, on est quand même toujours dans ce type de motivation-là à le faire pour une raison qui vient nourrir plutôt un système externe.
Et donc, l'enjeu de ce que moi j'ai envie d'amener ce soir, hein, c'est de ne pas rester dans cette motivation extrinsèque, mais de venir dans quelque chose qui vient de l'intérieur. Quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est ce qui va me nourrir en tant qu'humain et en tant que personne. Et là, il y a trois grands enjeux, trois grands domaines qui vont faire que on va rester dans une forme d'envie et de dynamique qui nous maintient dans l'action. Le premier, c'est la question autour de l'apprentissage, ce désir, ce plaisir d'apprendre. Et vous posez-vous la question là, en fait, quand vous êtes bien, quand vous êtes en joie, qu'est-ce que vous apprenez? Le kiff d'un besoin de connaissance. J'ai besoin de comprendre, d'apprendre quelque chose. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que je vais faire les choses pour grandir intérieurement. Le deuxième niveau, qui est pour moi quelque chose d'intéressant, c'est quand même le plaisir intérieur. C'est qu'est-ce que je vais ressentir quand je réalise les choses. Ce bien-être de courir, de me mettre en mouvement, de réaliser ma séance pour moi, de me faire plaisir. Et là, ben, on vient souvent travailler sur les hormones, les endorphines et ces hormones du bien-être qui nous amènent et qui nous continuent à nous maintenir dans cette étape-là. Donc, c'est ce que je ressens quand je réalise la tâche, ce que j'aime faire. Et vous verrez que dans les leviers de motivation, euh, il y a une chose qui est importante quand on perd la motivation, c'est de retrouver le plaisir de faire des choses et d'avoir pris le temps en amont de suffisamment se connaître pour savoir ce que j'aime faire. Et moi, j'ai un petit truc, hein, c'est que dans mon arsenal de séances de préparation, j'ai une séance de kiff. Une séance de kiff, c'est une séance que je sais qu'elle est, entre guillemets, facile pour moi et elle m'apporte beaucoup de plaisir. Et quand je suis vraiment en baisse de motivation, c'est vraiment ces choses-là que je vais faire. Mais c'est pareil, en fait, dans aussi une activité professionnelle. C'est-à-dire que dans la multitude de tâches et d'activités que j'ai à faire au quotidien, eh ben, il y en a toujours une ou deux qui me plaisent un petit peu mieux. Et eh ben, selon comment je les place dans la journée, ça va souvent m'aider à rebondir et à continuer à avancer. Et puis le dernier, ben, mine de rien, c'est quand même important, hein, c'est le résultat. C'est qu'est-ce que ça va m'apporter de réaliser ça. Mais alors, quand je dis l'accomplissement et apporter quelque chose, c'est qu'est-ce que ça vient nourrir comme valeur chez moi. C'est pas uniquement la capacité à aller gagner une médaille, de remporter le championnat. C'est vraiment ce sentiment envers moi-même, cette fierté d'être en capacité de réaliser, de faire quelque chose et de venir nourrir mes valeurs. Et ça, c'est vraiment les trois vraiment grosses parties de ce volet de la motivation interne ou intrinsèque. Voilà. Déjà, là, est-ce que ça vous amène des réflexions, des questions, des points que vous voulez partager? Ok. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie qu'on partage un petit peu ensemble euh, des facteurs qui vont venir percuter notre motivation. Vraiment, c'est des motivation killers, des choses qui vont soit se renforcer, soit à un moment donné venir dérégler notre beau système et faire que, ben, au lieu d'aller m'entraîner, eh ben, je vais rester sur le canapé. Ou au lieu de faire ce que j'ai à faire, je vais faire autre chose. Et donc, là, c'est pareil. Des facteurs, il y en a qui sont externes, qui viennent de l'extérieur, sur lesquels on n'a pas forcément de prise et sur lesquels il va falloir apprendre à changer sa relation avec eux.
ou effectivement, parce qu'on ne peut pas toujours influencer sur cela. Et puis, des facteurs qui sont pour le coup plus internes, sur lesquels eh ben, c'est à moi de prendre ma responsabilité parce qu'ils sont sous mon contrôle et que c'est à moi de me mettre en action pour travailler ces choses-là. Vous allez voir, on va retrouver des choses. Allez, je vous propose de commencer par cette partie externe. Donc, l'environnement extérieur, globalement, euh, le problème, c'est pas lui. C'est plutôt la relation que j'entretiens avec lui. Et donc, l'un des premiers facteurs qui vient jouer sur votre motivation, et sur lequel vous devez vraiment vous positionner, c'est savoir si vous êtes plutôt quelqu'un de routinier ou qui aime la diversification. On le voit beaucoup dans le sport. Il y a certains sportifs, on a besoin de varier énormément la typologie des séances pour pas qu'ils s'ennuient et qu'ils gardent la motivation et d'autres, au contraire, qui sont hermétiques à ce genre d'innovation et pour qui il faut que les séances soient presque monotones et routinières. Et donc, juste là, posez-vous la question de vous, qu'est-ce qui va vous permettre de maintenir cette motivation dans le temps? Est-ce que c'est plutôt d'être dans un couloir où tout est prévu et prévisible ou d'avoir des choses qui vont se diversifier? Deuxième grand facteur qui va jouer sur notre motivation, c'est notre charge de travail. Euh, Là-dessus, c'est vraiment important, notamment quand on commence des projets ou quand on se lance dans une préparation. On peut voir la montagne de choses qu'on a à faire. Et donc, effectivement, si je me vois du pied de la montagne jusqu'au sommet de la montagne, j'ai vraiment un gap qui est hyper impressionnant. Et que- même parfois se retrouver un petit peu en panique et se dire, mais comment je vais pouvoir faire tout ça? Et donc là, l'enjeu, hein, c'est et on le verra un petit peu plus tard, de découper en petites tâches avec des petits objectifs qui vont être atteignables. Et justement, ça nous amène directement sur le troisième facteur qui va venir jouer. C'est la difficulté des objectifs. Au-delà de la difficulté de l'objectif, c'est la perception que je m'en fais. La perception de cette difficulté que je vais avoir à réaliser. Et donc, de se dire, OK, si j'ai un objectif qui me paraît trop haut, forcément, ça va venir jouer sur ma motivation. C'est pareil. Alors, tout est étroitement lié dans la performance ou dans l'humain. C'est-à-dire que globalement, si j'ai pas suffisamment confiance dans mes capacités pour réaliser cet objectif, naturellement et systématiquement, ma motivation, elle va baisser. Et donc, l'enjeu, c'est bien de revenir travailler sur ces objectifs et ces niveaux d'attente au bon niveau par rapport à ma capacité. On verra, hein, l'idée de l'objectif, c'est qu'il soit suffisamment motivant pour me permettre de m'engager et de passer à l'action, et pas trop pour ne pas justement me bloquer et me faire peur et me mettre en stress. Et puis, le dernier point, c'est mon environnement de travail. C'est mon environnement. Si je suis entouré de personnes qui me dévalorisent, qui me disent toujours que je ne vais pas y arriver, ou si je suis avec des personnes qui vont m'encourager, me soutenir, me pousser, forcément, mon niveau de motivation ne sera pas le même. Et donc, vraiment, encore une fois, hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de difficulté à avoir. C'est juste de prendre conscience, de s'observer et de voir où est-ce que je peux jouer, sur quels sont les leviers,
sur lesquels je vais pouvoir jouer pour que je vais pouvoir monter ma motivation. Et l'enjeu, et pourquoi je vous présente ces facteurs-là, c'est juste d'identifier l'une des causes de votre démotivation et pourquoi vous n'avancez plus. Parce que on va pas avoir les mêmes actions, les mêmes comportements à mettre en place en fonction de si c'est ma charge de travail qui me paraît trop grande ou si c'est mon environnement de travail qui va mal. Et donc, la première chose à faire si on veut se remettre dans un état de motivation, c'est d'identifier les causes de cette démotivation. Et puis, on a ce côté interne qui est généralement sous mon contrôle. Et vous avez déjà reconnu, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, reconnu le grand triptyque. Le grand triptyque entre les pensées, les comportements et les émotions. Forcément, ça va jouer sur mes états internes. Mes états internes, c'est directement lié sur ma perception de moi, ma capacité et ma motivation. Et donc, je rappelle hein, le triangle magique de pensée, comportement, émotion. Si on n'arrive pas à influencer l'un des trois ou deux des trois, il faut forcément aller chercher dans le troisième. Et globalement, euh, nos comportements vont générer des pensées qui vont générer des émotions. Voilà. Et inversement, ça, c'est quand on se met dans un cercle vertueux. Mais par contre, globalement, si j'ai des émotions qui sont négatives, si je me sens triste, euh, euh, de- abandonné, trahi, forcément, mes pensées vont être négatives et mes comportements vont globalement être inadaptés. Et donc, je rentre dans des spirales et des cercles qui m'entraînent vers le fond et vont forcément faire fondre, comme neige au soleil, ma motivation. Le dernier point là-dessus qui est important, c'est mon énergie. Mon énergie, c'est mon niveau de fatigue et tout ce qui va toucher à, à ça. Alors, derrière l'énergie hein, se cache pour le sportif ce que moi j'appelle le travail invisible. Mais pour n'importe quelle personne, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Sans énergie, il est ultra difficile de retrouver la motivation. L'énergie, je vous redonne le triptyque, hein, c'est sommeil, alimentation, hydratation. Et on ne parle pas ici de la bière du soir, hein. On parle d'une hydratation saine qui vient nourrir notre corps et nos cellules, majoritairement de l'eau. Et pour retrouver l'énergie, changez vos comportements. Changez vos comportements de sommeil, alimentaire ou d'hydratation. Du coup, Paulin, tu nous dis intéressant l'impact de la routine, la diversification. Je m'en suis rendu compte il y a un an, la routine sportive marche ou yoga tous les matins m'a amené à la démotivation. J'ai donc apporté de la diversification. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas, mais c'est un épuisement mental de refaire toujours, toujours, toujours les mêmes choses. Alors, on le verra par la suite, euh, il y a une petite dualité, une petite contradiction dans ce que je vais dire, on est d'accord, mais il y a une maîtrise à avoir sur ces basiques, sur ces gestes métiers de base, et qui nous impose parfois d'avoir cette routine et cette monotonie, mais encore une fois, le faire en conscience va nous permettre de l'accepter et de mieux le comprendre. C'est-à-dire que, effectivement, je sais pourquoi et redonner du sens, en fait, à pourquoi je fais les choses et les remettre dans sa perspective. Tu disais tout à l'heure que quand tu étais démotivé, tu, tu te remettais du sens à pourquoi je fais cette action. Et effectivement, même on peut accepter cette monotonie ou quelque chose de passager parce que on l'a intégré dans ce schéma et ce plan d'action qui nous mène vers cet objectif et cette cible. Vous verrez, je parle beaucoup de ce lien avec l'objectif. euh,
Et globalement, hein, c'est de quoi j'ai besoin pour avancer un grand plus vers cet objectif-là. Et de vraiment comprendre ce mode de fonctionnement sur quels sont mes besoins maintenant pour réaliser mon action d'après, c'est vraiment intéressant que ça soit dans les comportements, les émotions, ou même des fois dans les pensées. Est-ce que vous suivez toujours ou est-ce que vous êtes endormi? Je suis toujours. Ah, top. T'as des questions, Michel? Sur le point, sur la routine et la diversification, moi je suis entre les deux, dans le sens où parfois je vais avoir besoin d'une certaine routine dans l'entraînement, par exemple sur l'échauffement. Ouais. Euh, mais et après certaines routines ou dans le sens refaire un exercice pour qu'il soit fait correctement, donc je vais accepter qu'on le refasse peut-être sur 2, 3, 4, 5 séances, mais au bout d'un moment j'ai aussi envie de voir autre chose. Et notamment parce que le sport qu'on pratique, toi et moi, le touch, c'est un sport qui est hyper diversifié. On peut avoir un résultat fait de façon totalement différente. Et c'est ça aussi que j'aime, en fait. Donc, si à l'entraînement, j'ai pas cette variété, bah ça, je vais m'ennuyer. Et ça va me Ouais, démotiver. mais toi, ce qu'il y a d'intéressant, hein, c'est de prendre conscience de ça et le jour où tu te sens un petit peu moins motivé, si tu prends le temps de te retourner et de regarder, bah tiens, les 3, 4 dernières séances, on a fait quoi? Ah bah on a toujours fait la même chose. Et ben donc, ah bah ouais, c'est normal parce que moi, j'ai besoin j'ai besoin de quoi? J'ai besoin vraiment de diversité. Ok, bah, pour me remotiver, je vais voir comment je peux amener quelque chose de différent dans mon entraînement. Peut-être aller voir l'entraîneur, lui demander, lui dire ces choses-là, tu vois. Mm. Mhm. Voilà, donc ça, c'est vraiment ces facteurs-là, vraiment prendre conscience de ça parce que ça va être la clé pour se remettre dans le mouvement et dans l'action quand on perd la motivation. Vraiment aller chercher, déjà si c'est des drivers, des facteurs externes sur lesquels je dois changer ma relation avec. Et donc, on l'a bien vu sur cette question de routine ou diversifiée, c'est-à-dire, OK, mais du coup, comment ça vient nourrir mon plus grand projet, mon objectif? OK, est-ce que j'accepte, est-ce que je l'accepte pas? Qu'est-ce que je peux changer avec ça? Ou est-ce que c'est des facteurs internes sur lesquels je dirais j'ai un petit peu plus de prise, sous condition quand même que j'ai travaillé sur moi-même pour euh, pas être dans le pilote automatique, hein, le pilote automatique qu'on voyait notamment dans la première session du facteur X qui donne un résultat Y, et de reprendre cette responsabilité et d'avancer sur les choses. Top. Derrière la motivation, il y a 3 besoins fondamentaux qui doivent être nourris aussi. Au-delà de ces facteurs-là qui viennent casser la motivation, vous avez des drivers motivationnels qui sont ces 3 besoins fondamentaux. Et si l'un de ces 3 n'est pas nourri, je peux vous garantir que votre motivation ne sera pas au top, ne sera pas au maximum. Ces 3 besoins essentiels, c'est un, la compétence, 2, l'autonomie et 3, l'appartenance. Je vous propose de commencer par l'appartenance. Rien que le fait, comme tu le disais tout à l'heure, d'appartenir à un groupe avec des gens qui viennent et qui font des choses pour ça, se sentir intégré et accepté dans le groupe, écouté, va forcément me mettre dans une joie et dans un état émotionnel qui va faire augmenter ma motivation. Et donc, vraiment, quand vous êtes en démotivation et que vous prenez ce pas de recul d'aller voir quels sont les besoins qui sont satisfaits ou pas satisfaits, si vous êtes dans un groupe où vous ne vous sentez pas à l'aise, où vous ne vous sentez pas intégré, je peux vous garantir que ça sera difficile d'y aller et d'être totalement motivé. Parce que vous aurez ce sentiment de rejet, et le rejet n'est pas une émotion positive, mais une émotion négative sur laquelle il est difficile
de combattre. Et donc, ce sentiment d'appartenance est l'un des besoins qu'il vous faut nourrir pour maintenir votre motivation dans le temps. Deuxième besoin, c'est ce sentiment de compétence. C'est je me sens dans la capacité, je me sens apte, je me sens prêt à faire les choses. J'ai envie de les faire parce que c'est pour moi quelque chose d'important, parce que c'est facile, parce que c'est quelque chose que j'aime. J'ai cette confiance en moi que j'ai cette capacité à réaliser. Il n'y a rien de pire que de se retrouver face à quelqu'un qui met en doute, qui dévalorise vos compétences. Tu n'y arriveras jamais. Combien de personnes ou d'athlètes ont été détruits par ce genre de discours des entraîneurs? Simplement parce qu'on vient, au-delà de casser leur confiance et leur capacité et de leurs compétences, on vient tuer leur estime de soi et leur motivation. Ou alors, parfois que certains athlètes ont besoin de ça pour être motivés et avoir ces piqûres-là. Mais et là, on tombe dans une motivation qui est intrinsèque et qui va, pour moi, ne pas être pérenne dans la durée. Et si tu veux vraiment continuer à performer sur le long terme, cette notion de compétence, elle est vraiment importante. Je reviens quand même là-dessus, hein. C'est-à-dire que, je ne l'ai peut-être pas dit en amont, mais si tu veux durer, si tu veux être performant dans la durée et dans le temps, ça sera forcément une motivation qui vient de toi, qui vient de l'intérieur de toi. Cette motivation intrinsèque qui a du sens, qui vient nourrir tes valeurs. Sinon, ça marchera un temps. Tu peux performer sur la colère, tu peux performer sur de la peur du risque ou pour aller gagner quelque chose, mais durablement, tu l'as pas. Et on a plein d'exemples d'athlètes, de sportifs qui le faisaient pour la reconnaissance, pour gagner un titre, et qui, une fois qu'ils ont gagné ça, sont perdus et sont complètement amorphes et n'arrivent plus à repartir et tombent même en dépression. Parce que c'était quelque chose qu'ils vivaient pour l'extérieur. Et donc faites attention à ça, ça doit venir vraiment de l'intérieur et avoir du sens pour vous, et pas pour une reconnaissance externe ou des choses comme ça. Le dernier point, on l'oublie parfois un peu, mais, et notamment celui-là, on l'oublie, et un petit aparté là, dans le sport, mais aussi surtout pour les managers et ceux qui gèrent des équipes, c'est l'autonomie. Pour que vos partenaires, pour que vos salariés, vos employés gardent cette motivation, il faut qu'ils aient un juste équilibre entre le cadre, le contrôle et la liberté. Et, et- et effectivement, si vous êtes dans un carcan, un cadre, et que vous êtes quelqu'un qui a besoin de diversité, de s'épanouir, de s'ouvrir et d'avoir le contrôle sur certaines choses, forcément, si chaque fois qu'il veut prendre une initiative, vous le coupez et vous le renfermez dans sa boîte, il va forcément se démotiver. Et donc, cette notion d'autonomie, elle est vraiment importante aussi pour maintenir dans le temps sa motivation. Donc, je répète, hein, ces trois besoins-là, la compétence, c'est se sentir capable, être prêt à faire les choses. Deux, c'est avoir un juste équilibre entre la liberté de faire les choses comme je le veux, comme j'en ai envie, et le besoin de contrôle et du cadre. Et puis le dernier, c'est se sentir appartenir. Quand on n'est pas motivé, se trouver un partenaire et se faire encourager par son environnement est une source de motivation qui est vraiment importante. Donc c'est pour moi vraiment les trois besoins essentiels. Quand vous êtes démotivé, allez chercher. Prenez une feuille, prenez le temps de le faire et d'écrire. OK, tiens, au niveau des compétences, là, comment je suis dans cette tâche que j'ai à faire? Ah ouais, putain, cette tâche-là, moi, je ne l'ai jamais réalisée, je ne sais pas si je vais y arriver. Ou alors, cette tâche, ah, putain, qu'est-ce qu'elle est chiante, qu'est-ce qu'elle est pénible, je ne suis pas prêt à la faire. Et ben voilà, tac, ne cherchez plus, c'est là. Ou le groupe, l'environnement. Je rappelle, hein, l'environnement, c'est l'un des trois piliers de mon accompagnement. On y reviendra tout à l'heure. Dernière partie, j'ai vraiment envie que vous repartiez avec quatre leviers. Quatre leviers, on les a déjà parcourus, mais je pense que c'est important que je voulais de bien se les remettre en tête
et d'échanger un petit peu aussi sur, au-delà de ces quatre piliers, ce qu'il y a derrière et ce que je mets derrière. Donc, globalement, hein, les quatre leviers motivationnels que je vous propose euh, de travailler régulièrement et de vérifier pour vraiment aller vers une motivation stable et durable, c'est déjà avoir un objectif ambitieux, deux, kiffer, trois, valoriser le progrès et quatre, travailler sur ton environnement. OK. L'objectif, c'est pour moi vraiment le point de départ. Sans objectif, on part dans tous les sens, on ne sait pas où on va et forcément, on ne valide pas de points, on ne valide pas de points de passage et donc forcément, on se démotive. Et ce qui est d'important, hein, au-delà de ces objectifs, de fixer son objectif, alors il faut déjà, un, qu'il ait du sens, il faut qu'il vienne, qu'il soit associé à nos valeurs, ce qui vient me mettre en joie. Sans joie, il n'y a pas de performance. Je le répète, je le rappelle, si vous êtes dans des états émotionnels négatifs, il n'est pas possible d'être performant. Quand vous fixez vos objectifs, et notamment quand vous fixez des objectifs à long terme, il est vital qui ne soit pas limité par ta vision et tes ressources actuelles. C'est vraiment, je me projette, et puis après, mon enjeu, ça sera d'aller chercher et d'aller construire les ressources dont j'ai besoin pour y arriver. Et ça passe par ce plan d'action, c'est-à-dire lui associer un plan d'action et notamment des objectifs de processus. Qu'est-ce que je dois maîtriser pour atteindre ça? Et comment j'avance, c'est mon plan d'action. Comment je vais acquérir cette maîtrise. Donc, c'est ces ressources dont j'ai besoin pour réaliser ces objectifs. Je parle beaucoup aussi de la transformation de l'être que je dois devenir pour performer et réaliser ce dont j'ai envie. La transformation que j'ai à conduire, à mener pour être la personne qui réussit cet objectif. Deuxième levier motivationnel, le kiff, prendre du plaisir. Et là, il y a pour moi une chose importante. Alors effectivement, il faut que la route soit belle, il faut que ça nous motive, il faut que ce vers quoi je vais aller euh, me fasse rêver, hein. Un objectif qui ne me fait pas rêver, qui ne vient pas me nourrir, c'est pas la peine. Et donc la route, elle sera pas belle. Et aussi, je dois descendre à la cave et que j'ai peur du noir, c'est peut-être pas le bon objectif. Si la route que je dois emprunter pour atteindre cet objectif-là ne résonne pas en moi, ça ne va pas marcher non plus. Parce qu'il faut que au fil du process, je kiffe, je prenne du plaisir. Et là, c'est vraiment important. Et cette petite phrase, elle est pour moi l'une des clés de la motivation. C'est être exigeant avec ses forces et indulgent sur ses faiblesses. Et vraiment, travailler ses forces, c'est facile. Travailler ses faiblesses, c'est difficile. Et là, l'enjeu, hein, c'est de faire en sorte que nos faiblesses ne soient pas éliminatoires et de faire l'effort nécessaire pour arriver dans ce niveau où ma faiblesse n'est pas éliminatoire et par contre, qui fait travailler sur mes forces pour que le plaisir prenne le pas sur la volonté. Et là, on est vraiment dans le cœur de l'émotionnel, de la joie qui va me faire avancer, qui va maintenir dans le temps ma motivation. Je vous parlais vraiment tout à l'heure de cette séance de kiff que je garde toujours sous le coude pour les journées où c'est plus difficile, où j'ai pas envie. Alors, certains vont dire c'est une séance de yoga, d'autres vont dire c'est une séance de vélo, certains vont dire c'est une séance de musculation, d'autres vont dire c'est une course à pied. Peu importe, connais-toi, va travailler sur tes forces pour que quand c'est difficile, quand c'est dur, eh ben, tu aies cette capacité à aller chercher cette séance qui va te faire plaisir et te continuer à être en mouvement. Le troisième pilier, et vous voyez qu'il vient résonner sur deux choses. Il vient résonner sur la partie euh, apprendre, la partie accomplissement. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est valoriser les progrès. C'est vraiment se mettre dans l'action. C'est-à-dire que avancer.
et surtout de travailler, de valoriser le chemin parcouru. Quand vous êtes dans le dur, prenez juste parfois un instant pour vous retourner et connecter les points de où j'étais, de quand je suis parti là-bas. Vraiment, où j'étais au départ. Quel est le chemin que j'ai déjà parcouru? Oui, il m'en reste, mais globalement, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Est-ce que je regarde ce qui me reste à faire et où ce que j'ai déjà parcouru? Et vraiment, quand vous êtes dans le dur, que la motivation n'est pas forcément là, prenez le temps de vous retourner et de regarder déjà tout le chemin que vous avez fait. Et donc, là-dessus, hein, c'est vraiment aller chercher cette quête de l'excellence. Mais c'est une excellence et une exigence sur les basiques métiers. Et je rappelle une chose hein, quand même, c'est que euh, à un moment donné, vous serez moins bien, vous n'y serez pas. Et là, vous retomberez sur le niveau de vos basiques et de votre maîtrise des gestes métiers de base. Et donc, c'est vraiment important que vous ayez travaillé, que vous ayez été hyper exigeant et à rechercher une forme d'excellence sur vos basiques. Moi, par exemple, je retravaille encore toutes les semaines mes déplacements d'arbitre, mes gestes de pénalité, mes coups de sifflet, pour être exigeant, parce que je sais que durant un match, j'aurai un moment où je serai dans le rouge, où automatiquement, mon corps, mon inconscient reprendra le pilotage, et là, il se mettra au niveau de mes systèmes, de mes basiques, et pas au niveau de ce que j'ai travaillé. Excellence sur les basiques. Regardez le chemin parcouru, on en a déjà parlé. Le dernier, et peut-être l'un des plus importants aussi ici, c'est prendre sa responsabilité, sa juste responsabilité. Conserver le pouvoir sur ses actions et les résultats. L'idée, c'est vraiment de s'attribuer la juste responsabilité de la réussite ou de la difficulté ou la défaite. C'est-à-dire que globalement, si vous voulez gagner en confiance, en motivation, si vous avez eu une victoire facile et qu'à la fin vous vous dites ouais, mais c'est parce que l'adversaire il était mauvais et que moi, ou que tiens, j'ai eu de la chance, il a raté, ou ces choses-là, forcément, vous n'allez pas renforcer votre motivation et vos états de confiance parce que vous avez mis la responsabilité ailleurs. Par contre, mettez votre focus sur ce que vous avez fait, parce que pour gagner quand même, vous avez quand même mis des choses en place sur la juste contribution au résultat, c'est vraiment important. Et c'est pareil dans le cas d'échecs ou de difficultés. Si vous rejetez la faute sur l'autre ou sur l'extérieur, forcément, vous ne valorisez pas vos progrès et ce que vous avez accompli. Et donc, forcément, votre motivation, elle va être en difficulté. Et donc, vraiment, c'est là, dans cette introspection, ce débriefing, ce feedback en fin d'événements, de valorisation de step, c'est de reprendre le pouvoir sur ce qui est sous son contrôle et de prendre la responsabilité de ce qui est sous son contrôle. Et pas remettre la responsabilité du résultat exclusivement à l'autre, mais bien faire la part des choses entre ce qui est un facteur interne et un facteur externe, type la chance. Donc ça, c'était le troisième levier motivationnel, se valoriser les progrès. Dernier point, on en a déjà un petit peu parlé, l'environnement. Globalement, vouloir réussir tout seul, c'est une utopie. Forcément, à un moment donné, j'aurai besoin d'accompagnement. J'aurai besoin que quelqu'un m'apporte une ressource, une compétence, ou m'aide à avancer, ou à acquérir une compétence. On ne peut pas réussir tout seul, quel que soit le domaine dans lequel on est. C'est un mythe, ces gens qui réussissent tout seuls. Ils ont forcément, à un moment donné, eu un coup de pouce, quelque chose, quelqu'un qui les a aidés. Moi, j'aime beaucoup travailler sur la dynamique collective et comment le collectif peut m'aider à grandir, à devenir meilleur et à progresser et m'entourer des bonnes personnes. Et le dernier point de cet environnement, c'est les feedbacks.
on n'est jamais le mieux placé pour se faire son feedback. L'autofeedback a forcément des limites, puisqu'il est fait par le prisme de nos croyances, de nos pensées, de nos émotions. Avoir un feedback réel, au bon niveau, par quelqu'un et son environnement, c'est ça qui va nous faire progresser. Parce que le feedback, c'est vraiment le carburant du progrès. Et comme on a dans le troisième levier la valorisation de ces progrès, aller chercher le feedback est vraiment ultra, ultra important. Donc voilà pour cette partie sur la motivation. Michel, est-ce que tu as des questions? Non, j'aurais peut-être un témoignage Ah, mais là-dessus. écoute, avec grand plaisir. Donc ce week-end, il y avait un week-end de championnat de touch. Et Ouais. en fait, on est répartis en trois régions. Mhm. Et il y a un jeune homme qui m'a contacté parce que je m'occupe d'attribuer les matchs Ouais. pour les arbitres. Et un jeune homme qui m'a contacté en me disant, je me suis blessé à la main, donc je peux pas jouer, mais je suis dispo pour aider dans ma région. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Et en fait, lui, il s'attendait plutôt, enfin j'imagine, à ce que je lui dise, ah ben telle personne aura besoin d'un t-shirt pour arbitrer, d'un sifflet, enfin de faire la partie administrative. Et je lui dis, bah tu peux arbitrer. Et Mhm. là, j'ai senti un froid. Il m'a dit, ouais, bon, j'ai suivi le cours, j'ai fait la théorie, mais bon, la pratique, je suis pas prêt, quoi. Et je dis, bah oui, oui, comme tout le monde, en fait. Jamais personne n'est prêt pour commencer. Donc, c'est l'opportunité d'y aller, vas-y. Et il me fait, ouais, mais je peux pas arbitrer, j'ai pas mon niveau 1. Et donc là, je lui dis, mais comment tu vas avoir ton niveau 1 si tu n'arbitres jamais? Et elle me dit, ah, ok. Donc, après, je dis, tiens, voici tel document. Donc, voilà, tu apprends un petit peu plus sur ce qu'il faut faire sur le terrain. Et de mon côté, je vais trouver quelqu'un pour s'occuper de toi sur la journée. Donc, j'ai réussi à trouver une personne qui s'appelle Anya, qui est niveau 3. Ouais. Et je pense que tu la connais. Et, Oui. euh, et du coup, bon, ben, moi, j'étais pas là. Donc, après coup, je lui demande comment s'est passée la journée. Il m'a dit que c'était très dur, mais qu'il a vraiment aimé. Il a apprécié la journée malgré la difficulté. Donc voilà, moi je suis contente pour lui. Je pense que justement l'objectif était très ambitieux pour lui. Moi l'idée c'était qu'il arrive à se concentrer là-dessus et qu'il se sente pas débordé par tout ce qu'il y a à faire en tant qu'arbitre quand on commence et qu'il se sente aussi soutenu en fait par d'autres personnes pour qu'il ait ben, justement cette motivation pour aller plus loin. Et du coup, je suis contente qu'il ait fini la journée fatigué mais content. Voilà. Ouais. Et tu vois, ce qu'il y a d'intéressant, si on décortique un petit peu ce qui s'est passé et les différents messages qui sont passés, c'est que, un, il avait un besoin de se sentir compétent qui n'était pas nourri. Ouais, j'ai pas eu mon niveau 1. Je n'ai pas accompli quelque chose. Toi, tu l'as rassuré en le mettant dans un groupe. Et là, tu es venu nourrir son besoin d'appartenance. Tu vois, se sentir qu'il ne serait pas tout seul, qu'il serait accompagné. Et puis, tu m'as aussi parlé de finalement prendre du plaisir sur le terrain, la sensation procurée d'arbitrer, le plaisir d'apprendre, toi, de se développer et finalement peut-être d'accomplir. Alors, je ne sais pas s'il a eu son niveau 1 à la fin ou pas. Non, il pouvait pas, il n'y avait pas de coach pour pouvoir Hmm. le Voilà. délivrer. Mm. Mais du coup, toi, on sait que il a appris des choses, il a progressé, hein, encore une fois, valoriser le progrès, en vue d'un accomplissement futur. Et donc, toi, on retrouve vraiment euh, beaucoup de choses de tout ça. Et entre guillemets, tu vas me dire, mais l'autonomie, on n'en a pas parlé. Ben, l'autonomie, tu lui l'as laissée puisque tu l'as mis sur le terrain et c'est lui qui prenait ses propres décisions. Et du coup, il avait un juste équilibre entre quelqu'un qui l'aidait, qui l'accompagnait pour ses décisions avec d'autres arbitres et Anya qui l'accompagnait, et une certaine autonomie pour s'épanouir sur le terrain en tant qu'arbitre principal. En tout cas, merci pour ce témoignage. C'était super intéressant. Merci à toi. Ok, top.
Eh bien, écoutez, il me reste quelques minutes pour vous parler un petit peu de la méthode OSER. Donc, pour ceux qui nous suivent, qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous connaissez OSER, hein. C'est la méthode d'accompagnement en préparation mentale que j'ai développée et préparée pour vous accompagner dans cette transformation et l'atteinte de vos prochains objectifs. Et justement, l'objectif, c'est le point de départ. OSER, c'est un acronyme, hein, pour objectif, singularité, environnement, respirer. Euh, donc, le O, c'est on va aller mettre de la clarté. Qu'est-ce que je veux atteindre? Prendre la décision d'y aller et mettre en place mon plan d'action. Vous voyez, on a déjà les premiers drivers et leviers de la motivation derrière ce grand objectif. Le deuxième, on en a aussi beaucoup parlé, c'est la singularité. C'est vraiment apprendre à me connaître, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quels sont mes drivers motivationnels, la perception de soi et finalement réussir à m'exprimer au meilleur de mes capacités. L'environnement, c'est vraiment le cœur aussi de la performance. On a vu précédemment qu'on ne pouvait pas faire tout seul. C'est vraiment aller travailler sa relation à l'autre, son entourage, ses structures, les ressources disponibles. C'est de quoi j'ai besoin, encore une fois, mais que je vais aller chercher à l'extérieur. La singularité, on est vraiment sur l'être, sur la personne que je suis et mes ressources internes. Et l'environnement, aller plutôt communier, travailler avec des ressources externes pour compléter ce dont j'ai besoin. Et finalement, c'est respirer. Respirer parce que trop souvent, dans le sport de haut niveau et dans les grands dirigeants, les cadres, les performeurs, on enchaîne, on enchaîne sans se poser de questions. Pourtant, tout le monde sait que le progrès, le développement se fait dans le repos. Et donc, apprendre à apprécier le chemin, prendre le temps de se réajuster, se faire ses propres feedbacks, aller chercher du feedback et réajuster son plan pour continuer à avancer. Et c'est souvent en prenant le temps que je vais accélérer parce que c'est ces temps-là qui vont me permettre de mettre en place les bonnes actions pour aller plus vite. Donc, l'idée de cet accompagnement, hein, c'est vraiment un accompagnement que l'on construit ensemble, sur mesure, en fonction de tes besoins, de ton rythme et de tes objectifs, de là où tu veux aller. Et donc, pour travailler tout ça, hein, déjà, il faut avoir en tête que vouloir avoir des résultats différents en faisant la même chose, ça ne marche pas. Donc si aujourd'hui tu te trouves limité, si tu penses que tes résultats ne sont pas ceux que tu attends, ou s'ils sont en écart avec l'investissement que tu peux faire, il est peut-être temps de te poser la question de qu'est-ce que je peux changer pour avancer et progresser. Et donc, la promesse que je fais moi avec Osée, hein, c'est vraiment d'aller travailler sur tes stratégies à toi, tes stratégies personnalisées pour faire face à la pression, quelles que soient les situations, qu'elles soient difficiles ou pas. Vraiment, la stratégie de performance. J'adore parler des schémas d'excellence. Aller identifier dans tes expériences du passé tes schémas d'excellence. Ce qui a fait que tu es arrivé là et comment tu peux les réutiliser pour aller au palier d'après. Le deuxième, c'est vraiment d'aller travailler sur la maîtrise de l'instant, de manière à ce que tes résultats ils soient à la hauteur de ton potentiel et tu aies une régularité dans tes comportements qui te permettent d'avancer à ton rythme vers ce que tu veux. Beaucoup plus de régularité. Ça, c'est vraiment le deuxième pour que vraiment on vienne aligner tes performances, tes résultats sur ton potentiel et l'engagement que tu fais. Au quotidien, tu es dedans et pourtant, il y a encore des moments où tout échappe. Et c'est là qu'on vient travailler ensemble là-dessus. Globalement, on sait que l'environnement compétitif incertain va amener du stress et te mettre en insécurité émotionnelle.
et venir challenger ton système émotionnel. Et l'enjeu du travail que je te propose de faire ensemble, c'est bien de maîtriser ça, d'avoir des outils qui vont te permettre, quelle que soit la situation, de réagir et d'avoir un comportement adapté pour continuer à avancer. Et finalement, le dernier, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé ce soir, mais on le verra certainement plus sur la prochaine masterclass, où on va venir travailler sur ta capacité, ta confiance en soi et ta concentration. Le dialogue intérieur, comment il vient te challenger, comment il vient te retenir, te freiner tes croyances, et vraiment aller travailler là-dessus, améliorer tout ça. Être dans l'action va nous permettre de vraiment travailler tout ça. Tu as besoin d'autre chose? Pas de problème. On en discute. Il y a quelque chose dont tu sens qu'il te manque, un outil, j'ai certainement ce qu'il te faut. Donc, n'hésite pas à juste prendre, réserver cet entretien découverte pour ne plus que ton mental te freine. Ose faire un pas vers l'excellence. Tu retrouveras ici mon calendrier, donc tu peux réserver un entretien découverte de 30 minutes. C'est entièrement offert. On parle de tes objectifs, on voit comment moi je peux t'aider. Il est possible qu'à la fin de la séance, je te dise non, je ne suis pas la bonne personne pour toi, parce que je ne peux pas accompagner personne. Et toi, tu es aussi totalement libre de me dire, eh bien écoute Sylvain, c'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Parce que sans confiance, on n'avance pas dans un coaching. Et c'est pour moi la clé et le point de départ. Ça passe par ce petit entretien découverte que je t'offre. Et je te fais un deuxième cadeau, toi qui es arrivé à la fin de cette masterclass. C'est, je t'offre une visualisation. Une visualisation, c'est un moment avec toi-même qui va te permettre de te projeter dans un prochain événement et pour t'y préparer au mieux mentalement. Et du coup, bah, tu commenceras déjà à toucher du doigt les petits outils qu'on peut travailler ensemble. La visualisation, c'est vraiment se projeter dans mon événement d'après pour mettre en place dès à présent les conditions de ta réussite. Voilà, je te laisse reprendre contact avec moi. Tu as là mon Instagram, mais si tu es là, c'est que tu es déjà passé par mes réseaux. Et donc, je te dis à très vite. Michel, est-ce que tu as une question ou des points que tu souhaites qu'on éclaircisse avant que je mette fin à la masterclass? Non, juste dire merci beaucoup. Elle est top, ta masterclass. Eh bien, écoute, top. Merci bien, Michel. La prochaine, hein, ben, tiens, justement, la prochaine, comme je disais, ça va plutôt venir parler sur le dialogue interne, tout ce qui est les pensées parasites et la concentration. Et elle devrait avoir lieu d'ici 2 semaines, à peu près à la même heure. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une bonne fin de journée, selon quand est-ce que vous regardez le replay. Et puis, ben, je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao.